les différents acteurs du projet et pour distinguer la terminologie utilisée et également les rôles des acteurs du projet. Ce matin, nous allons essayer de commencer le lancement du projet et de voir ensemble comment on peut commencer à découper le projet pour en réaliser un scénario et pour vous permettre de mieux appréhender le montage du projet. Enfin, en tout cas, l'élaboration du lancement avec la mise au point d'un scénario. Donc, pour cela, je vous propose un nouvel outil qui est celle de la matrice SWOT pour parler de ce sera l'objet d'un exercice que l'on va faire tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose simplement de dérouler l'explication concernant le fait qu'on va passer d'une idée à la gestion de comment s'y prendre pour réaliser de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible de passer de l'idée au projet. Donc, on avait parlé hier assez vite de découpage et on va parler de découpage. Ce découpage va s'appeler des phases et on va voir comment faire pour éviter des mésaventures. Donc, je rappelle les différentes phases qu'on a vues hier. Et hier, nous étions sur la de cadrage avec cet outil qui vous permet déjà de dégrossir un petit peu l'idée. Vous travaillez toujours sur l'idée en groupe du marathon. Maintenant, on va passer à l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, ça va être de structurer un petit peu cette idée. Quelles sont les différentes phases d'un projet? Si on se réfère en référence à l'Agence française de normalisation ou l'AFITET également, vous voyez ici qu'on découpe le projet en différentes phases et vous avez en gris les différents livrables qui sont justement les différents livrables qui sont les documents qui vont être mis en place pour formaliser l'analyse que vous faites de votre projet. Donc, vous avez une idée, on va la considérer de plus près maintenant, puisqu'on va faire l'étude de faisabilité ou le cahier des charges fonctionnel. Ce cahier des charges fonctionnel, ça va faire partie également d'autres exercices que je vous ferai faire un petit peu plus tard pour vous préciser comment s'y prendre pour réaliser un cahier des charges fonctionnel. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire une analyse plutôt de type stratégique. Et donc, je vais utiliser pour cela un outil qui s'appelle la matrice SWOT. Donc, pour les questions que l'on va se poser, nous sommes sur les enjeux. Les enjeux, c'est-à-dire ce que l'on a à perdre et à gagner, et de savoir si le projet est faisable, et aussi quelles sont les solutions possibles, avec quel coût et avec qui. Donc, on est dans cette analyse qui va permettre d'aboutir au cahier des charges fonctionnel. Mais pour l'instant, je vais donc faire un focus sur cette deuxième phase qui est vraiment l'étude de faisabilité. Les écueils des pilotages de projets sont évidemment lorsque malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des projets qui peuvent être très mal définis et qui vont aboutir à, bien sûr, dont on va parler de triangle des
c'est-à-dire tout simplement vous allez tourner en rond et ne pas faire aboutir votre projet. Donc ça, c'est la mauvaise définition va faire que le projet va s'enliser ou ne va pas pouvoir sortir de vos cartons. Le projet piloté, eh bien, va peut-être atterrir dans le cimetière des projets éléphants, c'est-à-dire malheureusement, il pourra, ce sont les projets où le chef de projet ou le comité de pilotage ne joue pas son rôle. Enfin, il y a le troisième écueil, c'est lorsque de la mise en exploitation où malheureusement les projets manquent, sont incomplets, c'est-à-dire éventuellement qu'ils ont mal été conçus pour la mise en exploitation, c'est-à-dire au moment vraiment de la réalisation et de donc sur le papier c'est correct, mais lorsqu'on arrive à la réalité, peut-être qu'on va se heurter à un projet qui a été mal ou dont un aspect a été oublié. Donc voilà un petit peu les écueils auxquels on peut se faire face. Donc pour éviter tous ces problèmes, on va devoir intégrer tous les aspects du projet en sachant qu'au départ, on ne sait pas grand-chose. Et plus vous allez avancer dans l'exécution, votre marge de manœuvre va diminuer. C'est quelque chose qui semble un petit peu paradoxal, mais on s'aperçoit que les projets, les experts donc, en management de projet disent qu'il faut beaucoup réfléchir avant de se lancer pour éviter les retours en arrière. En fait, on va voir qu'il y a une manière d'avancer qui est, qu'on va définir ensemble, qui est l'ingénierie concurrente et qui est ce qui va en fait nécessiter de faire appel à beaucoup de personnes pour avoir déjà une vision assez globale avant de s'engager dans une direction. Donc voilà un petit peu la notion que je voudrais vous faire passer ce matin. C'est donc cette idée d'ingénierie concurrente. Et au risque donc de se répéter, la science des projets consiste à prévenir les difficultés de l'exécution. Donc c'est pour ça que l'on met en place cette formalisation qui paraît un petit peu lourde parce que vous êtes, vous, sur des projets qui peuvent être de tailles différentes, mais on va s'apercevoir que pour des projets où vous avez qui intègrent un grand nombre soit d'acteurs, soit un grand nombre d'étapes, eh bien, cette ingénierie concurrente va être très, très utile. Donc, pour lancer un nouveau produit, on va se mettre des cas de réponse à un appel d'offres, pour prendre un exemple, et en particulier, donc, cette situation est une situation qui est un cas un petit peu plus simple parce que l'appel d'offres va constituer le cahier des charges. C'est-à-dire que lorsqu'une société ou une agglomération ou une communauté, une communauté de communes, une ville, une région lance un appel d'offres, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un appel d'offres? C'est un document qui, en général, intègre un nombre de pages et dans lequel on va décrire le produit ou le service que l'on souhaite mettre en place. Donc, essayer de répondre à un appel d'offres, c'est une situation qui va être décidée par la direction et qui va ensuite bénéficier d'une étude pour répondre donc, à l'appel d'offres. Donc, pour définir cette réponse, on va créer une équipe projet et on va ensuite essayer de mettre en place le produit, mais ça peut être également un service. Et ensuite, on va développer le process. Donc, en général, on sait quoi faire, on a une idée comment faire, parce que en général, si on répond à un appel d'offres, ça veut dire qu'on a déjà
une petite idée, puisque en général, l'entreprise a un produit ou un service qui correspond à la demande de ce client. Donc ici, mais malheureusement, voilà ce qui risque de se passer. Très souvent, entre la personne qui a rédigé le cahier des charges dans l'appel d'offres et le client, il peut y avoir un certain nombre de termes ou de discussions qui vont malheureusement faire que les personnes, selon leur profil et leur vocabulaire, vont parfois peut-être ne pas se comprendre tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on est obligé de passer un certain nombre d'heures à définir ce que l'on souhaite. Ici, vous voyez, sous forme un petit peu humoristique, ce que le client avait demandé. Ensuite, vous avez donc dans l'image numéro 2 ce que le chef de projet avait compris. Ensuite, vous voyez qu'il s'agit de celui qui a analysé. Ensuite, vous avez ensuite comment le programmeur l'a écrit, et ensuite en fonction des différents interlocuteurs, et pour s'apercevoir en fait que le client avait besoin de quelque chose de plus simple que ce qu'il avait décrit. Donc voilà un petit peu sous forme humoristique pour s'apercevoir que selon les personnes avec lesquelles on discute, et on va avoir malheureusement parfois besoin de s'accorder sur les thèmes et sur de manière précise sur le produit. Donc, la plupart des projets sont complexes. Cette complexité nécessite de passer par la définition du projet, avec toujours ce prix des délais, du coût et de la qualité, qui doivent être globalement constamment retravaillés à la lumière des contraintes et des risques. Donc, vous avez besoin de définir vraiment assez précise ce cahier des charges. Donc, aller dans une certitude décroissante, c'est-à-dire qu'on va évaluer l'opportunité du projet, sa faisabilité, et formuler un cahier des charges. Et enfin, on va dégrossir progressivement l'objet à produire, et on va donc découper le projet en phases, puis ensuite en tâches précises. Et ce qu'il faut surveiller, c'est les contraintes qui vont être en aval et qui vont peut-être ne pas avoir été vues et ne pas avoir été intégrées dans les phases. Donc c'est pour cela que très souvent, lorsqu'on va constituer l'équipe projet, on va faire appel à des personnes qui ont des profils différents, et ça va permettre que ces personnes ont une vision assez large ou une vision différente. Et ça va permettre en fait d'avancer de manière concurrente. Voilà la définition de l'ingénierie concurrente. L'ingénierie concurrente nécessite de prendre en compte les contraintes dans leur ensemble pour avancer progressivement vers l'objectif et ne pas se lancer tête baissée dans une seule direction. En fait, cette ingénierie concurrente va nécessiter de rassembler des informations au départ pour essayer de faire en sorte que les tâches, ou en tout cas un certain nombre d'avancements, se fassent de manière parallèle pour permettre de découvrir les contraintes et de faire en sorte que toutes ces contraintes soient prises en compte, et ne pas évidemment les découvrir lorsque l'on avance, parce que sinon les choix qui sont effectués en amont vont être remis en cause
un peu plus loin et on sera obligé de revenir en arrière et malheureusement, ça coûte extrêmement cher. Donc ce terme d'ingénierie concurrente vous demande d'avoir du bon sens, car vous n'êtes pas seul, on est dans le succès du projet va dépendre de la façon dont on a d'avancer. Et bien sûr, si vous essayez d'avancer en construisant votre projet, eh bien, vous pouvez malheureusement retomber parfois sur ceux du voisin et donc il va falloir communiquer avec tact et également garder vos chefs et vos heureux. Donc ça va nécessiter beaucoup d'anticipation et également une certaine diplomatie dans la manière d'avancer pour ne pas faire en sorte de se trouver pris par des mauvaises surprises. En général, les partenaires détestent les mauvaises surprises, c'est-à-dire vous devez bien expliquer au début par des rues formelles et aussi vous entourer parfois d'experts qui vont vous permettre d'avancer de manière sûre parce que si vous n'avez pas donc bien formalisé votre projet, eh bien malheureusement un certain nombre de personnes pourraient vous lâcher au moindre problème. Donc ensuite, il y aura l'aspect financier. L'aspect financier doit être justifié, il sera envisagé et budgété. Et ensuite, pour bien sûr évaluer avec un petit peu de marge de manœuvre parce que malheureusement, il est très difficile de renégocier une enveloppe supplémentaire. Donc, lors de l'établissement du cahier des charges, vous allez avoir besoin de certains spécialistes qui vont utiliser parfois un jargon. C'est la raison pour laquelle c'est très important de vous familiariser ou en tout cas de poser les bonnes questions pour bien cerner les termes utilisés et bien s'entourer de ces spécialistes qui ont un savoir-faire indispensable. Et également encourager donc les experts à faire que ce avec la planification et bien reconnaître leur valeur parce qu'ils peuvent apporter d'énormes choses lorsque les choses se compliquent. Donc, par rapport à ce projet, vous pouvez espérer le meilleur, mais souvent, il y a beaucoup d'aléas dont on va parler après et il est nécessaire de vous préparer à avoir une équipe solide. Donc, la motivation de l'équipe et les liens entre l'équipe est importante. Donc, pour préparer ce dossier, c'est donc et l'intérêt du dossier, ça sera la note de cadrage. Et ensuite, vous aurez à obtenir le support du management en organisant une réunion formelle et fixer une date de fin des études préliminaires, c'est-à-dire donc du cahier des charges, et ce sera le lancement officiel du projet. Donc, ce lancement officiel s'appelle en général en anglais le kick-off. C'est le fait que effectivement les responsables devront être présents, donc il faut bien anticiper de vérifier les agendas pour que les responsables puissent être présents. Ils ont souvent un agenda bien rempli. Et ensuite, comme je le disais, former une équipe réduite avec des personnes clés et qui vont faire une estimation et asseoir la crédibilité du projet. Voilà. Et ensuite, on élargit à l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées, mais pour l'instant, en général, c'est une équipe réduite. Et enfin, pour expliquer, ajuster, valider les hypothèses, il faudra identifier les participants, négocier des ressources, après vérifier si le budget est disponible et faire une étude de rentabilité. Donc là, le service financier va être déterminant. Et enfin, annoncer officiellement le lancement du projet avec l'ensemble des acteurs et présenter l'équipe projet, le scénario et la date du prochain point, donc du prochain jalon. Et il y aura donc un ajustement mutuel
tout au long de l'ensemble, au fur et à mesure que l'ensemble du projet se précise. Alors, voilà un petit peu pour cette notion d'ingénierie concourante que je voulais voir avec vous. Pour manager, c'est agir dans une incertitude qui décroît. Et on voit bien sûr que le grand paradoxe de la gestion de projet au départ, c'est que vous avez au départ euh, une capacité d'agir sur le projet qui est énorme et qui, au fil du temps, va décroître. Et de ce fait, et puis au départ, vous n'avez pas de connaissances sur le projet, et cette connaissance sur le projet, elle, augmente. Donc vous voyez que ces courbes se croisent, une qui descend euh, donc en fonction du temps, et puis vous avez l'autre qui donc remonte. Donc ici, vous avez une courbe qui descend avec le temps et une qui croît avec le temps. Et vous avez ici la position des différentes phases pour vous indiquer que à l'émergence, vous avez bien capacité d'action sur le projet et de plus en plus. Et ici, au milieu, vous avez la possibilité encore d'agir et de faire des essais pour faire en sorte que votre projet puisse aboutir. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais maintenant revenir à l'outil SWOT, qui est donc l'outil que je souhaiterais que l'on utilise pour pouvoir vous faire un exercice, étant donné que vous avez ce matin la possibilité de travailler en équipe. Donc, cet outil, qui est un outil d'analyse, donc j'ai mis en ligne en fait j'ai mis en ligne donc pour vous vous avez un exercice qui est mis en ligne, donc que vous allez donc pouvoir découvrir. Donc pour pouvoir faire une analyse stratégique, j'ai voulu vous mettre dans forcément, on est obligé de prendre un exercice, enfin un environnement. Et donc j'ai découvert un livre qui s'appelle Les clés du renouveau grâce à la crise, qui est écrit par Monsieur Éric Froment. Ce livre a un titre qui interpelle un petit peu, puisque les clés du renouveau grâce à la crise, c'est un petit peu antinomique. Pourquoi ça m'a intéressée? C'est parce que nous sommes dans un état, enfin dans une époque où nous sommes face à des défis importants. En particulier, actuellement, on traverse donc une crise sanitaire qui s'ajoute à la crise écologique et à la crise économique. Et dans ce livre, en fait, Éric Froment, en fait, nous indique que les Chinois, et en général en Asie, le symbole chinois de crise signifie également opportunité. Donc, c'est ce qui, moi j'ai également habité en Asie, donc c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et donc, ça m'a semblé intéressant de vous faire part de ce que lui, il y a toute une recherche qui a été faite pour savoir comment
sortir de la crise économique pour essayer de repenser le modèle économique dans lequel nous sommes actuellement. Et ce modèle économique s'appelle l'économie de fonctionnalité. Donc, pour que vous puissiez donc faire cette découverte, je vais vous proposer d'aller écouter une vidéo que j'ai mis en ligne et donc qui se trouve sur Collaborate. Et donc, je pense que la première chose à faire, ce serait d'aller ensemble, que vous puissiez individuellement euh, écouter cette vidéo et, et ensuite, ça vous permet à ce moment-là de prendre connaissance de ce que c'est que l'économie de fonctionnalité. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour faire un exercice en rapport avec cette notion que je souhaiterais dont vous preniez connaissance. Donc, je propose que vous puissiez visualiser individuellement cette vidéo. C'est une vidéo qui dure 11 minutes. Et après cette vidéo, nous allons ensemble discuter parce que ça me permet après d'enchaîner sur 2 cas concrets en rapport avec cette économie de fonctionnalité et sur lequel on fera une analyse avec cette matrice SWOT dont je vous ai parlé. Donc voilà un petit peu pour introduire le sujet. Le sujet, c'est plus large, c'est l'économie de fonctionnalité. Donc je vous propose de regarder une petite vidéo pour en prendre connaissance. Et on se retrouve d'ici un quart d'heure. Ça vous laisse le temps entre 9h06 et 9h20